La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. On entend parfois dans les médias que les astronomes écoutent le ciel avec leurs grandes oreilles, que sont en fait les radiotélescopes. C'est évidemment un abus de langage. Aucun son ne nous parvient directement des profondeurs célestes, car l'espace est plus vide que le vide le plus poussé qu'on peut atteindre sur la Terre, et les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide, contrairement à la lumière. Alors c'est quoi ce que les astronomes observent avec leurs grandes antennes, et quel est l'intérêt pour nous de ces observations ? J'ai à côté de moi, pour vous parler de tout ça, un radioastronome de l'Université de Bordeaux, Stéphane Guillotot, qui est actuellement président du conseil d'administration de l'IRAM. C'est l'Institut de radioastronomie millimétrique, un institut international qui est financé par la France, l'Allemagne et l'Espagne, et dont le siège est à Grenoble. Cet institut gère un réseau de radiotélescopes situé sur le plateau de Bure, dans les Hautes-Alpes, précisément dans le massif du Dévoluy, à 2552 mètres d'altitude. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvie. Tu as été aussi responsable scientifique de la phase de conception du très grand observatoire radioastronomique ALMA, Atacama Large Millimeter Array, situé au Chili, dans le désert de l'Atacama, précisément sur le haut plateau de Chajnantor, à environ 5100 mètres d'altitude. Tu vas nous raconter tout cela. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que ces ondes radioastronomiques reçues sur ces grandes antennes ? En fait, les ondes que l'on capte en radioastronomie sont des ondes lumineuses, mais leur longueur d'onde est beaucoup plus grande que celle de la lumière visible. Pour la lumière visible, on a des longueurs d'onde de l'ordre d'un demi-micron à peu près. Un micron, c'est 1/1000 de mètre. Et pour les ondes radio, on va plutôt avoir des longueurs d'onde entre le centimètre et le millimètre, ou voire un peu moins du millimètre. Les ondes radio sont justement parmi les ondes qui nous arrivent jusqu'au sol terrestre, comme les ondes visibles. Mais d'autres rayonnements, les X, les gamma, les UV et puis l'infrarouge, n'arrivent pas jusqu'au sol ou très peu. Donc c'est très intéressant de pouvoir observer le ciel dans ces ondes radioastronomiques qui arrivent jusqu'au sol. Tout à fait. Elles sont quand même assez sensibles à la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc on choisit pour les observer des sites de haute montagne, froids et secs de préférence. Donc ce sont des ondes, il faut le répéter, qui se propagent à la vitesse de la lumière. Et qu'on reçoit donc sur ces grandes antennes. Alors pourquoi faut-il des grandes antennes pour observer ces ondes ? Le pouvoir séparateur d'un télescope, c'est-à-dire la capacité à distinguer des petits détails, dépend du rapport entre la taille du télescope et la longueur d'onde d'observation. Donc pour obtenir la même chose que des télescopes optiques, en longueur d'onde radio, il nous faut des télescopes de taille gigantesque, plusieurs kilomètres. Évidemment, on ne sait pas faire ça. Donc, tu vas nous expliquer ce qu'on fait, puisqu'on ne peut pas faire des grands télescopes de kilomètres. Mais avant, il faut peut-être préciser, parce que les gens ont peut-être vu des images de ces télescopes, qu'en fait, ce n'est pas comme un miroir optique. Les télescopes aux longueurs d'onde millimétriques ressemblent beaucoup à des télescopes optiques. En fait, ils sont même quasiment, souvent très réfléchissants, ce qui nous pose des problèmes, parce que ça peut poser des problèmes pour observer le Soleil, par exemple. Les télescopes qui ressemblent à des filets sont des télescopes pour des longueurs d'onde encore plus grandes, où finalement il suffit que la maille du filet en question soit petite devant la longueur d'onde pour que ça se comporte comme une surface continue. Alors maintenant, tu peux nous expliquer donc ce que font les astronomes, les radioastronomes, pour pallier au problème qu'il faut des très 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 grandes antennes. On en met plusieurs au lieu d'une ? La technique, c'est toujours la même. Quand on n'est pas fort, il faut être malin. Au lieu de faire des très très grandes antennes, on prend des antennes de taille beaucoup plus raisonnable et on les espace une distance suffisamment grande, de sorte qu'avec un ensemble d'antennes espacées de grandes distances entre elles, on fait comme si on avait une antenne, certes avec beaucoup de trous, mais de très grande taille. Ça veut dire qu'on observe quelque chose dans le ciel, un objet céleste avec toutes ces antennes, et qu'est-ce qu'on fait après ? Parce que toutes les antennes observent la même chose. Qu'est-ce qu'on reçoit après ? Qu'est-ce qu'on étudie ? Comment est-ce qu'on fonctionne avec ça ?
Alors effectivement, il faut évidemment que toutes les antennes regardent dans la même direction pour voir la même chose, mais en captant le signal dans chaque antenne et en regardant comment ce signal varie d'une antenne à l'autre, on est capable de reconstituer l'image de l'objet que l'on regarde comme si on avait un télescope de la taille correspondant à la séparation des antennes les plus éloignées. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a un grand nombre d'antennes et on peut les espacer plus ou moins, et plus on les espace, plus on voit des choses précises dans l'objet céleste qu'on observe. Exactement, ça fait comme si on avait un zoom en optique. Si on met les antennes proches les unes des autres, on va voir des structures assez floues, assez diffuses. Si on les espace de plus en plus loin, on va être capable de distinguer des détails de plus en plus fins dans l'objet astrophysique que l'on regarde. Alors peut-être tu peux nous parler un peu plus en détail de l'IRAM, qui est devenu maintenant NOEMA, Northern Extended Millimeter Array. Tu es actuellement le président du conseil d'administration. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble, ce réseau d'antennes, et ce qu'on observe avec ? Alors, l'IRAM est un institut qui, en fait, fait fonctionner 2 télescopes. Un grand télescope de 30 mètres de diamètre dans la Sierra Nevada, en Espagne, et un interféromètre, donc un réseau d'antennes, sur le plateau de Bure, dans les Alpes. Initialement, il était prévu d'avoir 3 antennes, et les 3 antennes ayant bien marché, les astronomes se sont dit quand même c'est dommage de s'arrêter avec 3 où on est capable de faire très peu de choses. Ils sont passés progressivement à 4, puis à 6. Et à ce stade-là, les premières images de bonne qualité ont été vraiment produites par l'interféromètre du plateau de Bure. C'est grâce à ces images que nous avons pu réaliser que finalement la technique était complètement prouvée, mais pour obtenir des images précises d'objets faibles, il fallait passer à une étape bien plus grande, avec un nombre d'antennes beaucoup plus conséquent. C'est grâce aux découvertes faites à l'IRAM que le projet ALMA a émergé dans la tête des astronomes en se disant qu'il faut passer à une étape supérieure, et le seul moyen d'observer des objets plus faibles, c'est d'augmenter la surface qui permette de recueillir les signaux pour qu'on ait de plus en plus de capacité à observer des détails très fins avec les radiotélescopes. Alors ce très grand ensemble de radiotélescopes ALMA, je pense que nous en reparlerons la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. J'aimerais quand même encore quelques précisions par rapport à l'IRAM. En fait, on n'a pas parlé de date parce que c'est déjà le début de l'IRAM, c'est déjà très ancien, ça fait plusieurs dizaines d'années, je ne me rappelle plus très bien. Alors effectivement, l'IRAM a été créé en 1979. On a déjà plus de 40 ans d'existence, mais les instruments ont toujours été remis à niveau très très régulièrement, ce qui fait que les performances actuelles de NOEMA, par exemple, sont plus de 100 fois plus grandes que les performances d'origine du télescope. Et en fait, avec ce télescope qui est dans la Sierra Nevada, en Espagne, est-ce que ça fonctionne ensemble ou est-ce que c'est 2 sites qui fonctionnent complètement séparément ? En général, ce sont 2 sites qui fonctionnent séparément, mais pour certaines observations, les 2 télescopes fonctionnent ensemble et fonctionnent aussi avec d'autres télescopes situés partout dans le monde. C'est ce que l'on appelle la VLBI, Very Long Baseline Interferometry, et c'est ce réseau de télescopes qui a permis d'obtenir la première image du trou noir de la galaxie Messier 87, ou aussi du trou noir de notre galaxie centrale. Je pense que les gens ont vu ces images de trou noir où en fait, le trou noir apparaît en négatif sur un fond lumineux, et le fond lumineux, c'est en fait la matière qui est autour. C'est tellement impressionnant, on a vu ça dans tous les médias, donc je crois que c'est intéressant de savoir d'où ça vient, avec quel instrument ça a été observé. Et donc tu nous disais que finalement on arrivait à la limite, enfin je pense qu'on peut faire encore des observations avec l'IRAM. Il ne faut pas penser que l'IRAM, à cause d'ALMA, ne travaille plus, je pense que l'IRAM travaille toujours. Tout à fait, et même dans certains domaines, l'IRAM est parfaitement compétitif par rapport à ALMA, bien que l'instrument NOEMA soit beaucoup plus petit, c'est en gros un 10e d'ALMA. Il est équipé de systèmes de détection électronique de dernière génération qui lui permettent d'observer beaucoup de choses à la fois. Contrairement à ALMA qui doit se concentrer sur une fréquence essentiellement, disons pour simplifier, NOEMA peut observer des centaines et des milliers de fréquences simultanément, ce qui lui permet, quand il s'agit de couvrir vraiment
toute l'information sur un objet donné, d'être capable d'être compétitif avec ALMA, qui lui doit s'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir le même résultat. Et alors, est-ce que tu as un exemple d'un objet céleste qui a été observé par NOEMA? On a parlé des trous noirs qui ont été détectés, mais tu peux dire quelque chose concernant les observations à l'IRAM récentes? Récemment, l'IRAM se concentre plutôt sur des très grands projets, et en particulier sur un très grand projet piloté par la Max Planck, Gesellschaft, où il y a une étude un peu systématique d'objets, de galaxies extrêmement lointaines, pour remonter à l'histoire de la formation des étoiles en fonction de l'âge de l'univers. L'avantage de NOEMA, c'est qu'ayant peu de partenaires, 3 pays, on peut concentrer le temps d'observation sur des grands objectifs, alors que ALMA doit servir une très grande communauté, et en plus, un nombre de modes de fonctionnement tellement grand que finalement, il n'arrive pas à se concentrer sur un objectif précis. Bon, on va reparler de ALMA la semaine prochaine. Donc, je rappelle que ALMA, c'est ce grand interféromètre radioastronomique qui se trouve au Chili. Et tu me disais que c'était le premier instrument mondial. Effectivement, il y a beaucoup de collaborations scientifiques dans le monde, mais la plupart des collaborations jusqu'à l'arrivée d'ALMA étaient des collaborations bilatérales. L'Europe avec les États-Unis, l'Europe avec le Japon, pour prendre des exemples. ALMA, c'est le premier qui a des partenaires dans tous les continents. L'Amérique du Nord, le Japon, Taïwan, la Corée, les pays européens et le Chili, puisque l'instrument est installé au Chili. Eh bien donc c'est la Terre entière qui se rejoint pour essayer de mieux comprendre l'univers dont nous faisons partie et nous reparlerons de tout ça la semaine prochaine. Merci Stéphane, à bientôt.